ben, bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord vous remercier d'être présents aujourd'hui pour assister à la deuxième séance d'infosession virtuelle de la série de 2 infosessions. Donc, la première, elle a eu lieu le 16 mars dernier et elle présentait le défi aquahacking de façon globale. Et puis aujourd'hui, nous allons nous attarder plus sur les porteurs d'enjeux et présenter les porteurs d'enjeux qui présentent leurs enjeux pour le défi. Donc, je me nomme Juliette Dufresne. Je suis la coordinatrice du programme chez Aqua Action. Et donc, je vais tout d'abord vous présenter sommairement le défi Aqua Hacking pour ceux qui ont manqué la première infosession ou qui ne connaissent pas le défi. Puis, nous allons par la suite s'attarder vraiment sur les enjeux et les porteurs d'enjeux. Et cette partie-là sera donc animée par mon collègue Sébastien Cotinet. Donc, je vais commencer. Donc, le défi aquahacking, de façon générale, c'est un défi que nous lançons depuis 2015 au Canada. Le défi aquahacking Québec 2023 est notre 12e édition, puis elle est coordonnée avec Aqua Action, Réseau Environnement et le ROB-VQ. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec une petite vidéo. De l'eau potable, des lacs et des rivières baignables, des pluies qui alimentent nos champs et nourrissent nos écosystèmes. Partout au Canada, nous sommes nombreux à prendre cette précieuse ressource naturelle pour acquise. Mais nous nous trompons. Nos cours d'eau sont confrontés à des enjeux importants qui, s'ils ne sont pas résolus, auront des effets dévastateurs au long terme sur notre santé, notre économie et notre environnement. L'eau douce qui nous entoure a besoin de votre aide. Faites la différence grâce au défi Aquahacking, une compétition d'innovation technologique qui révélera votre créativité et l'entrepreneur qui sommeille en vous. Spécialement conçu pour les étudiants et les jeunes innovateurs de 18 ans et plus, le défi Aquahacking encourage la participation de solutionneurs de toutes les disciplines. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à un défi. Créez votre équipe. Travaillez sur votre solution technologique. Rencontrez des mentors, développez vos compétences de leadership, pitchez votre idée innovante et lancez votre start-up. Science, affaires, technologie, nous sommes tous dans le même bateau quand il s'agit de l'eau. Participez pour assurer un avenir durable de l'eau pour tous. Vous serez surpris par tout ce que vous êtes capable d'accomplir. Donc, alors, qu'est-ce que le défi Aquahacking? Comme vous avez pu voir dans la vidéo, eh bien, c'est le défi Aquahacking est une compétition d'innovation avec un parcours entrepreneurial qui permet de développer des solutions technologiques aux enjeux de l'eau et il est destiné aux jeunes innovateurs. Donc, excusez-moi. Donc, c'est une compétition qui dure sur plusieurs mois, étant donné qu'on souhaite que les solutions qui sont développées à travers ce programme aient vraiment un impact, qui soit vraiment réfléchi et donc qui soit viable à la fin du défi. Et on aimerait également que ces solutions soient adaptées aux besoins qui sont exprimés dans le cadre du défi qu'on appelle les porteurs d'enjeux, que vous allez voir tout à l'heure. On va également vous demander à travers le défi, on va demander donc aux participants de développer des solutions innovantes. On vous invite donc à puiser dans votre créativité afin de répondre aux demandes du secteur de l'eau ainsi qu'à ses enjeux. On va également, à travers ce parcours, on va vous offrir du mentorat, un accès aux ateliers et puis on va également vous aider à créer un réseau. On va vous mettre en contact avec les personnes importantes nécessaires au développement de votre solution. Donc, ça va vous permettre de déjà commencer à développer un réseau, de vous permettre également de soutenir le développement de votre solution, mais aussi de l'organisation de l'entreprise que vous allez développer autour de la solution que vous allez travailler. Ensuite, donc j'y vais quand même assez rapidement, mais qui est admissible pour participer à un défi aquahacking? On cherche toute personne âgée de 18 ans et plus et qui réside au Québec.
On cherche des personnes qui ont des profils variés. Donc, c'est sûr, il s'agit d'une compétition d'innovation et avec un parcours entrepreneurial, mais vraiment, tous les étudiants du premier cycle, deuxième cycle, les jeunes diplômés ou même encore les jeunes professionnels avec différents types de profils sont les bienvenus. Que vous soyez du domaine de l'eau, que vous soyez de l'informatique, la programmation de l'ingénierie, de l'administration, ou que vous ayez tout simplement une passion pour le développement durable ou pour la cause de l'eau, on vous invite donc à participer. Venez avec vos compétences. Nous cherchons des équipes multidisciplinaires. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, vous pouvez venir faire une différence avec vos compétences dans ce défi. Nous nous engageons à colliger toutes vos compétences pour les mettre au service de la cause de l'eau. Donc, tant que vous avez un intérêt pour l'eau, que vous aimez, que vous n'avez pas nécessairement le bagage technologique, vous êtes la bienvenue dans ce défi. On va également accepter les équipes solo dans cette édition, c'est nouveau. On vise la multidisciplinarité, oui, mais si vous désirez avoir une solution par vous-même et avoir une équipe solo, c'est accepté. Ensuite, donc, les prix à gagner lors de ce défi, c'est simple. Il y en a plusieurs de différentes natures. Le prix principal est financier. Il y a plusieurs montants qui seront accordés aux finalistes selon leur classement. On vise donc dans la finale 5 finalistes. Donc, la première place, les finalistes auront 20 000 $. La deuxième place, 15 000 $. La troisième, 10 000 $. Et les quatrième et cinquième place, auront 5 000 chacun. On va également ajouter 1 000 $ supplémentaires. Donc, c'est un prix offert par le choix du public. Donc, le public pourra voter pour son coup de cœur et on pourra attribuer une bourse de 1 000 $ à l'équipe qui gagnera ce prix. Ensuite, il y a également l'équipe gagnante se voit offrir une place de conférencier au symposium de l'eau grâce à Réseau Environnement. Avec la VERI, en plus, elle permet donc que le top 3 reçoit des crédits pour des services légaux. Et finalement, MyTax permettra donc à l'équipe, si elle est éligible, à accéder à des fonds additionnels. Donc, sommairement, voici les grands prix que vous pouvez gagner lorsque vous donnez les finalistes de ce programme. Et l'avantage, dans le fond, de ces finalistes, tout finaliste aura accès à un certain montant financier pour pouvoir continuer à développer sa solution. Donc, le défi se compose de 2 phases avec 2 périodes d'évaluation, la demi-finale en mars et la finale en juin. En ce moment, nous sommes dans la première phase, qui est une combinaison de recrutement, sélection des enjeux et de développement des solutions. Au cours de cette phase, vous aurez du mentorat et vous commencerez à travailler sur votre solution. Vous recevrez également plusieurs ressources pour vous aider à réussir, donc y compris des ateliers en ligne. Vous allez avoir des détails là-dessus dans quelques instants. La demi-finale, elle, se tiendra actuellement de façon virtuelle le 17 juin 2023. Vous allez présenter votre pitch à plusieurs juges et les 5 meilleures équipes passeront en finale. Et puis, dans la deuxième phase, un camp de formation se tiendra en personne à la mi-juillet, donc cet été. Et l'objectif de cette activité est de renforcer les équipes, faire progresser les compétences professionnelles et améliorer la compréhension des enjeux. Vous recevrez également un programme de mentorat personnalisé à vos besoins, divers ateliers et bien sûr la préparation au pitch de la finale. La finale se tiendra donc dans un format hybride le 17 juin 2023. Les finalistes vont faire leur pitch de leur solution et leur plan d'affaires devant un panel de juges et les prix seront remis par la suite. Donc, enfin, comment on fait pour y participer? Voici un résumé de toutes les étapes à suivre pour participer au défi. Vous pouvez donc assurez-vous donc de vous inscrire en ligne sur la plateforme d'inscription, donc soit sur le site web d'Aqua-Action ou également, si vous voulez, sur le code QR qui est présenté dans le diaporama. La période d'inscription est ouverte jusqu'au la fin avril, mais nous vous encourageons à vous inscrire le plus tôt possible afin que vous
vous pouvez avoir accès aux ressources qu'on vous offre dès maintenant. Donc, inscrivez-vous sur la plateforme, puis comme ça, vous serez mieux préparé pour la demi-finale. Lorsque vous vous inscrivez, vous pouvez avoir une équipe déjà existante. Vous pouvez également former une équipe une fois que vous êtes inscrit. Si vous êtes tout seul, mais vous voulez participer à travers une équipe, vous pourrez également, à travers la plateforme d'inscription, voir les autres participants et vous mettre en collaboration avec d'autres membres. Et à travers cette plateforme, vous aurez donc également des ateliers du mentorat lorsque vous aurez sélectionné l'enjeu qui vous tient le plus à cœur. Les enjeux, on les verra sous peu. Donc, voilà. Donc, tout au long de votre défi, vous allez pouvoir travailler sur votre solution technologique. D'une première part dans la phase 1 avec du mentorat et un parcours qui vous permettra donc d'élaborer votre solution. Et dans la deuxième phase, plus travailler sur le côté entrepreneurial de votre solution. Ensuite, donc, je récapitule. Avant de vous inscrire, vous n'avez donc pas besoin d'avoir une idée concrète nécessairement. Si vous avez juste l'envie de participer, inscrivez-vous et puis ça sera notre rôle de vous mettre en contact avec les personnes qui vous intéressent, l'enjeu qui vous intéresse et donc de ce fait le porteur d'enjeu également. Et puis, si vous n'avez pas d'équipe, je réitère que vous pouvez quand même vous inscrire. Soit vous faites une compétition solo ou bien on vous joindra à une équipe. Et encore, vous allez avoir le mentorat pour développer vos connaissances entrepreneuriales. Vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances et d'expertise avant de vous inscrire. Donc, une fois que vous vous inscrivez, tu auras de l'aide pour choisir ton enjeu, former l'équipe et révéler ta fibre entrepreneuriale. Donc, voilà sommairement le défi Aqua-Hacking. Donc, je rends la parole à Sébastien Cotinet qui va pouvoir animer le panel sur les porteurs d'enjeux avec vous. Peut-être avancer, oui, parfait. Alors, là, on va passer dans la partie où est-ce qu'on va pouvoir parler avec les porteurs d'enjeux, échanger autour de 5 grandes problématiques. La façon qu'on va faire, bon, on avait un ordre prévu, mais comme toutes les choses bougent rapidement, au lieu de faire la séquence, on va faire un tour de table. Chaque porteur d'enjeu va pouvoir parler autour de 2 minutes, va présenter un peu la nature même de l'enjeu, qu'est-ce qui est dans la nature de l'enjeu. Donc, on veut connaître cette problématique-là. Puis, comme je rappelle, on est dans un angle entrepreneurial. Ils vont aussi nous nommer quelques défis, ou en tout cas un défi principal, un des enjeux principaux en lien avec justement la possibilité de développer une idée ou un projet à l'intérieur de l'enjeu. Fait qu'on va faire ce tour de table-là assez rapidement. Après, on va ouvrir. Normalement, j'aurais lancé quelques questions, on aurait fait un tour de table, mais je vais vous inclure, les participants, tout le monde, vous allez pouvoir vous lancer dans les questions. J'en ai quelques-unes en banque, puis on va lancer les échanges. Puis je vais vous inviter, en fait, pour poser des questions, à lever la main. Puis on va y aller, je vais les prendre dans l'ordre. Puis si jamais, bon, ça ne fonctionne pas, vous êtes plus ou moins à l'aise, bien, vous ouvrez votre caméra, vous me faites des grands signes, je vais vous voir, puis on va pouvoir procéder aux échanges. Fait que dans l'ordre, puis je laisse ça. Normalement, je pense que la présentation va être accessible, hein, Juliette, sur la page après. Fait que ce que je vais faire pour rendre ça plus convivial, là, vous avez vu, je vais vous nommer les grands enjeux, puis après, on va sortir de la présentation pour être vraiment dans un espace de partage, pour avoir tout l'espace occupé par la présentation. Puis on va pouvoir échanger plus facilement. Donc, première problématique, premier grand enjeu, ça va être, on va parler de l'atténuation des effets de la navigation de plaisance avec des gens de coalition de navigation. Ensuite, on va aller vers la prévention de l'érosion des berges de façon éco-responsable. Ensuite, on va parler de l'amélioration de la qualité de l'eau des ruisseaux urbains. Ensuite, la disponibilité des eaux souterraines et de surface au Québec. Puis, on va finir ce premier tour de table-là avec l'indice de sensibilité des habitats sensibles du Saint-Laurent et de ses tributaires, l'ensemble du bassin versant là, autour du fleuve Saint-Laurent. Alors, je vais commencer tout de suite. Je vais me tourner vers, nous avons 2 personnes de la Coalition Navigation avec nous aujourd'hui, Daniel Piché qui est le président et sa vice-présidente
présidente Denise Cloutier. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Je vous laisse environ 2 minutes. Vous avez compris. Vous allez donner l'exemple. Je vous fais confiance. Vous allez mettre la barre assez haute sur présenter un peu les grands enjeux autour de la navigation de plaisance. Puis, est-ce que pour vous, il y a des beaux défis à relever pour quelqu'un qui voudrait se lancer à trouver ou innover dans cette problématique-là? Ben, Monsieur Piché, je vois que votre micro est ouvert. Je vous laisse aller. En fait, je l'ai ouvert parce que je vais être poli et gentleman. Je vais laisser la parole à ma vice-présidente pour commencer. On va laisser les femmes s'exprimer en premier. Et ça n'a rien de macho. Merci beaucoup, Daniel. En effet, le défi de la navigation de plaisance et de l'atténuation des effets est un grand enjeu, surtout pour les lacs du Québec. Les lacs qui sont des milieux fermés et qui sont très, très vulnérables. La navigation de plaisance qui se fait de plus en plus puissante. On parle de wakeboat et de surfboat qui font des vagues énormes. Et la plupart du temps, ces bateaux-là naviguent sur des lacs qui n'ont pas la capacité de les recevoir. Il y a 2 études qui ont été mises de l'avant, une par l'UQAM puis une par l'Université de Laval, qui démontrent en fait qu'un wakeboat ou surfboat a un impact à 300 mètres de la rive, donc fait l'érosion des berges. Et aussi, en profondeur, quand il navigue sur un plan d'eau qui a moins que 7 mètres, brasse les sédiments de façon importante. Donc, ces 2 données-là font en sorte que si on regarde quand un bateau wakeboat embarque sur un lac, souvent, il y a un gros impact. Ce qu'on aimerait, c'est vraiment sensibiliser les usagers, soit à l'aide d'une application ou autrement, pour que les usagers naviguent à partir de la bathymétrie du lac. Donc, ils sachent en tout temps à quelle distance de la rive ils sont, puis aussi à quelle profondeur ils sont, et peut-être une petite lumière qui allume, qui dit « Oh, vous n'avez pas d'affaires ici, vous allez endommager, vous allez contribuer à l'eutrophisation du lac. » Alors, c'est un petit peu les enjeux qu'on aimerait. Les municipalités sont confrontées avec ces problèmes-là et ils n'ont pas vraiment d'outils à la grandeur du Québec ou du Canada pour justement sensibiliser les navigateurs à protéger le lac. Alors, basé sur ces 2 principes, 2 études, nous, on pense que ce serait vraiment extraordinaire si on avait un tel outil. D'autre part, quand un bateau comme ça embarque sur un lac, c'est la loi sur la marine marchande du fédéral qui s'applique et les municipalités n'ont aucun contrôle. Donc, c'est à l'accès qu'une municipalité peut vraiment contrôler les embarcations. Alors, donc, si je résume, Denise, l'idée de permettre, comme la réglementation n'est pas si évidente, de permettre de façon plus volontaire d'accompagner les utilisateurs pour les sensibiliser, mais directement. Monsieur Piché, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, peut-être rapidement, comme je laisse à je pense que Denise a bien résumé la problématique et qu'effectivement, les navigateurs, ils sont pas tous, ils se lèvent pas tous le matin en pensant qu'ils vont aller détruire un lac. Je pense qu'ils sont plutôt ignorants de la question. Donc, ça va être difficile d'amener ces gens-là à tout ça. Beaucoup de solutions ont été mises de l'avant depuis plusieurs années, mais qui ne sont pas très efficaces. Je veux juste, par exemple, donner un exemple de ce que pourrait être la solution technologique qui fait la promotion d'une navigation responsable. Là. Par exemple, une application téléphonique qui se base sur la bathymétrie, où les personnes, je ne sais pas si on peut les obliger, mais en tout cas, quelque part où tu es, où tu n'as pas 20 pieds, ben, tu as un signal qui te dit, regarde, tu ne peux pas naviguer ici. Par exemple, via ce type de truc-là, nous, c'est à ça beaucoup qu'on pensait. Là. Mais pour le reste, là, je pense que Denise a bien résumé la problématique des gros bateaux à vagues.
C'est bon. Puis, je permets, là c'est sûr qu'aujourd'hui, on fait un survol rapide, mais tous les participants qui sont là ce midi ou qui écoutent en différé la présentation, si vous entrez dans le processus, vous avez un intérêt, vous allez être en contact avec les jeunes coalitions navigation ou les autres qui vont présenter pour justement pouvoir questionner plus longtemps. 2 minutes, je vous avoue qu'on ne fera pas le tour de tout. Puis, on a des gens passionnés avec nous, fait qu'ils peuvent vous en parler très, très longtemps. Moi, mon défi aujourd'hui, c'est on va essayer de garder ça serré, mais vous allez avoir la chance, si vous entrez dans le défi, de pouvoir être en contact avec ces gens-là qui vont vous nourrir, en fait, dans vos réflexions. Je vais passer à l'autre problématique. Puis là, ben, M. Piché fait honneur aux dames, fait que je vais y aller d'abord parce que j'ai 2 personnes dans la problématique. Je vais vous laisser environ 2 minutes et quelques, les deux ensemble. Là. Je vais me tourner vers Marjorie Lorrain-Caillé, d'abord pour présenter la problématique d'érosion, un peu comment la prévention de l'érosion, mais comment c'est vécu, suivi dans votre organisation. Puis après, Rémi pourra peut-être compléter avec la réalité là, chez Copel. Je chronométrerai 1 minute. Ben, je vous laisse C'est déborder des dans les questions. L'idée, c'est de couvrir rapidement. Je veux juste pas qu'on parte dans des laïus de 20 minutes par problématique, ce qu'on pourrait tous faire facilement. Oui, effectivement. L'érosion, effectivement, c'est très, très large. Nous, on le vit à la MRC, des Mascoutins, principalement. On est dans un milieu agricole, donc c'est des milieux qui sont ouverts au cours des dizaines et dizaines de dernières années. On a perdu beaucoup d'arbres, beaucoup de terres, de sols qui sont mis à nu. Donc, on pense à l'érosion éolienne. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont mises en place comme des brise-vents ou des cultures de couverture, mais ce n'est pas toujours des solutions qui sont adoptées par les producteurs agricoles ou autres propriétaires de ces terres-là. Nous, à la MRC, cette érosion-là s'en va, fait qu'il y a des sédiments dans les cours d'eau. On fait des entretiens. Des entretiens, ça vient jouer dans le cours d'eau. Ça crée une autre sorte d'érosion. Quand on fait des plantations, on a aussi besoin on plante, on met un trou à nu, on remet de la terre. Il faut protéger. On protège avec des plastiques. On ne peut pas les laisser là le temps d'une saison. Il faut que ça reste là un petit peu plus longtemps, le temps que ça fasse son effet, que nos végétaux puissent prendre de l'ampleur. Donc, on a une problématique là. C'est pas très... Tout le monde se sent toujours un peu mal de mettre un paillet de plastique pour faire de la plantation avec des piquets de métal. Même moi, avec du pays de coco, ben, je le sais que le pays de coco, il ne vient pas de chez mon voisin. Puis il y a d'autres solutions qui ont été mises en place. Des fois, c'était avec du chanvre, ça vient quand même de l'autre bout du Canada, mais ça n'a pas toujours été des tests qui ont été concluants. Donc, dans mon approche sur l'érosion, c'est de dire oui, il y a de l'érosion du champ, il faut diminuer ce qui vient du champ dans nos cours d'eau, mais quand on a à intervenir, ben, est-ce qu'on peut trouver des solutions qui soient durables et écologiques puis qui n'aient pas un impact non plus à long terme par la dégradation d'un plastique ou quoi que ce soit qui s'en irait encore dans notre cours d'eau. Donc, ce que je comprends aussi, là, Marjorie, c'est que tu cibles beaucoup la partie stabilisation, toutes les technologies liées à la stabilisation de la berge avec les différents matériaux, différentes techniques possibles. C'est ça. Ben, de la berge, mais on peut aller jusque dans le champ parce que si on prend la bande riveraine, ça reste que nous, on fait souvent la comparaison comme c'est notre gardien de but. Hein? C'est en ayant une bande riveraine, on a un gardien de but, c'est le dernier avant qu'il compte. Ben, si elle est uniquement herbacée, ben moi j'ai l'impression que c'est comme quelqu'un devant un but. On ajoute des arbustes, ben, il a mis un peu d'équipement, il a mis un bâton, fait qu'il en arrête un peu plus. Puis quand on a plusieurs strates, ben là, on a un gardien de but bien équipé qui peut nous aider. Mais dans ces étapes-là, c'est ça, c'est la stabilisation de la plantation. Idéalement, 3 gardiens. Ouais, idéalement, oui, c'est ça. 3 gardiens de but pour qu'il n'y ait rien qui passe du tout. Je vais passer la parole. Je passe la parole à Rémi, peut-être en complétant. Bon, là, j'entends, bon, la MRC, vous avez une façon de travailler avec les cours d'eau, puis souvent même en collaboration avec les OBV, mais du côté de l'organisme de bassin versant, Rémi, vous, comment vous abordez cette problématique-là, puis où est-ce qu'il y a des défis là, pour votre organisation? Oui, bien, c'est ça, je vais prendre un angle un peu plus de transport de sédiments, puis peut-être sortir des cours d'eau agricoles, quoique dans notre bassin versant, on a beaucoup d'agriculture. En fait, nous, on a
je dirais comme deux défis majeurs. L'érosion, on la connaît, on peut la localiser visuellement, mais on ne l'a pas monitorée, on ne l'a pas mesurée. Puis on sait qu'il y a toujours des pertes de terrain, des pertes de terre, comme Marjorie vient de le dire. Puis tôt ou tard, il va y avoir des dépôts ailleurs également. Mais ce transport-là, oui, il existe des technologies pour le mesurer, mais les études coûtent très cher, c'est très long. Puis maintenant, mais avec la télédétection puis les photos aériennes, il y aurait peut-être moyen de regarder ce qui se passe dans une échelle intéressante là, d'un petit bassin versant. Puis, pour en revenir aux solutions, on se pose toujours la question, est-ce qu'on met justement, est-ce qu'on met des solutions sur la terre, donc une bande riveraine, une haie brise-vent, ou est-ce qu'on doit avoir une solution au niveau un peu plus proche du littoral, donc réaménager la structure du terrain, revoir les méandres. Donc, on se pose aussi la question, où est-ce qu'on devrait intervenir pour que nos interventions soient le plus écologiques, mais efficaces également pour freiner cette érosion-là. Super, merci Rémi. Là, j'invite les participants pendant que on continue la tournée, puis j'espère que vous prenez quelques notes, ou en tout cas que ça vous stimule un peu là, pour certaines questions. On sort de la problématique de l'érosion, on va aller sur les ruisseaux urbains maintenant, la qualité des eaux urbains, puis je vais, bon, là j'ai deux demoiselles, là, fait que je vais y aller avec Margot, en fait, en premier. Puis bon, vous avez vu, là, je suis gentil, je laisse déborder le 2 minutes facilement, mais essayez peut-être de présenter vos aspects respectifs dans 1 minute, 1 minute et demie, puis on aura l'occasion de reparler après. Donc, Margot. Donc oui, bonjour. Donc moi, je suis Margot, je suis coporteuse de l'enjeu qualité de l'eau dans les ruisseaux urbains avec Carla Ramos Dugram. Et en fait, moi, je vais aller plus droit au but. Nous, on veut répondre à la question suivante, c'est comment on peut analyser efficacement les polluants et identifier leurs sources dans les ruisseaux urbains. Parce qu'en fait, actuellement, il y a des kits qui existent pour faire ces procédures-là, mais pas dans le milieu qui nous intéresse, qui sont les ruisseaux urbains. Donc, on a quelques problématiques liées à ça. Il faut savoir qu'en ville, les ruisseaux qui sont présents donc à Montréal sont très peu nombreux, donc ça en est une ressource rare. Et ils ont des obstacles qui peuvent être très différents des milieux naturels, comme des accumulations de contamination de tout type, que ce soit industriel, activités agricoles ou bien encore urbaines, comme des essences qui vont se retrouver dans les ruisseaux. Et les outils existants, donc c'est ça, ils ne permettent pas de mesurer efficacement les paramètres qu'on a besoin pour aller à la source et mettre en place des solutions après, que ce soit de la sensibilisation ou de la restauration. Donc, pour faire court, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment des outils adaptés. On veut des outils qui nous permettent de bien mesurer des paramètres liés au ruisseau. Ça va être les métaux qui sont limités dans leur détection à cause de la matière en suspension importante dans ces endroits-là. Ça va être les cyanures aussi. L'azote ammoniacal, il y a 2 types d'azote, l'azote, on va dire, naturel et l'azote plus des activités anthropiques comme l'agriculture. Mais l'azote naturel, ça va être un animal qui passe là, mais c'est normal. Puis ça, on ne veut pas que ça soit détecté. Et surtout, une solution qui permet d'agir rapidement parce que avec ces accumulations de différents types de pollution, on ne peut pas dire qui est responsable de cette pollution. Fait qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme solution? Donc, c'est à peu près ça. Là. Il y a ma collègue qui pourrait compléter. Je suis allée vite, là, mais c'est ça. C'est bon, c'est bon. Puis comme je dis, vous allez avoir la chance d'y aller en long et en large là, durant le concours comme tel. Mais l'idée aujourd'hui, c'est un teaser, en fait. On fait un échantillon de présentation dans le jeu. Carla, si tu veux compléter. Je voudrais ajouter une information. Donc, comme Margot bien dit, on cherche la détection des polluants, mais aussi chercher sa source. Et ça, c'est un peu innovateur pour savoir, OK, on a ces polluants, mais d'où ça en vient? C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant. Bon, j'avais Sébastien Ouellet sur ma feuille, mais je vais prendre une chance que M. Stapinski, vous êtes ici pour le ministère, puis vous allez me parler en fait là, de disponibilité d'eau souterraine, d'eau de surface là, dans les municipalités. Oui, c'est ça, vous m'excuserez parce que j'ai pas eu vraiment le temps de parler avec Sébastien. Il y a peut-être des enjeux
en tête spécifique, mais on travaille dans la même direction, de l'eau potable, des eaux souterraines et des eaux de surface. Moi, je suis plus eau souterraine. Sébastien, c'est pour les eaux de surface. Je m'appelle Martin Stepinski. Oui, ben c'est ça. Nous, bon, je pense qu'au Québec, on sait qu'on s'est surtout porté sur l'aspect qualité de l'eau depuis plusieurs années. On en parlait encore, là. Mais de plus en plus, même si on prenait pour acquis qu'on avait beaucoup d'eau pour combler les besoins, on se rend compte que il commence à y avoir de plus en plus de pression, là, notamment en Montérégie. C'est surtout le secteur. Il y a quelques régions aussi sur la rive nord, là. Donc, l'enjeu de disponibilité commence à nous être... on commence à poser des questions des municipalités, entre autres, les regroupements aussi de producteurs agricoles, puis aussi certaines industries là, qui vont demander, qui doivent demander des autorisations pour les prélèvements. Donc, ces gens-là sont quand même inquiets, puis certains procédés ça prend absolument de l'eau, là. Donc, je pense que ce qui peut être intéressant dans ce type de concours-là, c'est essayer de développer des technologies peut-être pour diminuer les pressions, là, donc réduire la consommation. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement nouveau, là. Puis aussi, peut-être utiliser des nouvelles sources, de l'eau qui est peut-être moins de bonne qualité pour peut-être avoir un usage pour quelque chose qui d'habitude utilise l'eau propre, l'eau potable. Donc, peut-être qu'une réduction, mettons, de la mauvaise qualité peut permettre certains usages. Donc, ça peut être quand même des choses très, très intéressantes. Je mentionnerais aussi qu'il faut penser que la question de l'eau est vraiment partout dans l'économie. Donc, chaque activité qu'on peut réduire la consommation ou réutiliser, ben, c'est un plus en bout de ligne. Ça va mettre moins de pression là, sur les ressources qui restent. Parce que je pense qu'on est comme limité dans ce qu'il y a là, pas dans les aquifères, puis dans les eaux de surface aussi. C'est encore plus vrai avec les changements climatiques. Ça fait un peu le tour, je pense, d'enjeux de disponibilité là, qui nous préoccupe de plus en plus. Oui, puis j'ai un petit chapeau d'élu municipal aussi, là, puis j'invite les gens à voir. On est chanceux au Québec, on ne vit pas ce que, par exemple, des Français vivent l'année passée, puis on voit assez vite quand on arrive dans des manques d'eau, les enjeux de gouvernance qui rentrent, puis tout ça, là. Fait que c'est de pouvoir suivre ça, c'est très, très important. Il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ça dans le monde municipal aussi au Québec. Je vais aller vers notre dernier grand enjeu ou problématique, l'indice de sensibilité ou le suivi des habitats sensibles au niveau du Saint-Laurent puis de ses tributaires, un peu partout dans les bassins versants aussi autour du fleuve. Il y a M. Gaston Derry qui n'est pas avec nous, mais on est chanceux. On a quand même Julien Poisson qui est là puis qui va pouvoir nous entretenir de l'enjeu puis peut-être cibler là, les défis à l'intérieur de cet enjeu-là. Julien, c'est à toi. Merci Sébastien. Donc aujourd'hui, je vous parle, il y a des beaux sujets, là. Tout le monde a des très beaux sujets. L'eau souterraine, je suis avec Sutton, on essaie de trouver comment est-ce qu'ils font pour quelle quantité qu'ils puisent, là, et les compteurs d'eau qui vont venir. Donc, c'est un très beau sujet aussi. Moi, aujourd'hui, je vous parle des milieux sensibles du Saint-Laurent. Ce sont les îles, ce sont les rives, ce sont les plaines inondables, comme au lac Saint-Pierre. Ça aussi, c'est nos gardiens de but de la biodiversité du Saint-Laurent. Donc, ces milieux naturels, on peut bien sûr, le bassin versant du Saint-Laurent, c'est tout le nord-est de l'Amérique du Nord. Donc, on va vraiment se limiter au Saint-Laurent lui-même. Il y a quelques tributaires, leur bassin versant, on parle à la Saint-François, à la Richelieu, le Fjord du Saguenay, des gros tributaires dans le Saint-Laurent. On va se concentrer vraiment sur ces rives, ces îles et ces plaines inondables à notre Saint-Laurent. C'est sous de fortes pressions naturelles. Le Saint-Laurent n'est pas seulement une autoroute de navires, c'est également la maison de faune et de flore du Québec, dont plusieurs espèces sont endémiques. Donc, c'est-à-dire qu'on les retrouve que dans les milieux naturels du Saint-Laurent, nulle part ailleurs au monde. Donc, sont sous de fortes pressions, des pressions qui sont naturelles, soit les changements climatiques, on parle de l'augmentation du niveau des mers. Donc, on a une avancée du front salin dans le Saint-Laurent. Donc, ça, c'est très, très inquiétant. Ça s'approche même, l'eau salée, là, gagne du terrain vers l'ouest. On est rendu près de la source d'eau potable de la ville de Québec. Donc là, on ne peut pas désaliniser l'eau potable. Donc, c'est des enjeux très, très importants.
D'autres enjeux naturels comme les changements climatiques qui vont augmenter des fluctuations du niveau d'eau, augmentation des températures. Tout ça cause des pressions. En plus de ça, on vient ajouter les pressions des humains, donc nous, donc la voie navigable, l'érosion par les bateaux, les espèces exotiques envahissantes végétales qu'on introduit, etc. Donc, si on ajoute, bien sûr, l'urbanisation, le développement des rives, les villages se sont installés en rive et souvent causent des problèmes aussi dans les plaines inondables, etc. Donc, on vient ajouter des pressions anthropiques aux pressions naturelles. Ce qu'on vise à faire, c'est de développer un indice de sensibilité. Tout le monde est à l'affût en 2023 qu'il faut protéger nos milieux naturels, il faut protéger la biodiversité, mais personne ne sait par où commencer. Il manque des données. Les données, il faut les calculer en envoyant des employés sur le terrain, des biologistes, etc. Faire le tour de la colonie d'espèces exotiques envahissantes. Disons que c'est le roseau. On envoie quelqu'un sur le terrain, fait le tour au GPS, revient au bureau, plug le GPS dans l'ordinateur, envoie les données. Alors qu'une télédétection, une image satellite, les technologies peuvent dire « voici la superficie du roseau ». Et puisque ça l'augmente dans les années, là, ça change, hein, ça grossit, ça rapetisse, une taille de roseau, bien, ce logiciel-là vous permettrait d'avoir des données en réel, plutôt que toujours réenvoyer le même biologiste qui recalcule le périmètre. Donc, il y a des technologies qui sont au service, mais on ne les utilise pas assez dans le monde de la conservation, dans le monde de l'aménagement du territoire, dans le monde de la prise de décision sur les prises d'eau potable. Donc, il faudrait avoir une plateforme, il faudrait avoir un indice de sensibilité qui nous permettrait de traiter tous ces enjeux qui affectent nos milieux naturels. Voilà. Ah, merci, Julien. J'ai dans mon sac à questions plusieurs questions, mais en fait, on veut laisser la place aux participants. Fait que tout de suite, moi, j'ouvrirai la porte. Là, on a fait le tour. Vous avez entendu, on peut faire des liens. On parle beaucoup de mieux acquérir des données, mieux traiter des données. On parle de technologie ou de technique d'intervention. Qu'est-ce que ça... Puis là, je vous dis tout de suite, il n'y a pas de questions niaiseuses. S'il y a quelque chose qui vous chatouille en termes de questions, vous levez la main, lancez-la, vous allez voir, vous pourrez être surpris jusqu'où on peut aller. Est-ce que j'ai quelques braves là, qui voudraient casser la glace, se lancer des questionnements, des choses que vous avez entendues, vous avez besoin de précision, ou peut-être de relancer, aller plus loin dans le questionnement sur certains enjeux? J'ai vu des caméras s'ouvrir, je vois, puis je vous avertis, je lis un peu trop bien le non-verbal, fait que je vois qu'il y en a qui sont intéressés, qui se sont rapprochés. Je vois ça, Oriane a ouvert sa caméra, Jean-Christophe s'est avancé de sa caméra. Fait que je pense qu'il y a de l'intérêt, en tout cas, je le décèle à un certain niveau. Est-ce qu'il y en a un de vous deux là, qui voudrait se lancer avec une question? J'ai pas particulièrement de questions, c'est juste ça fait beaucoup de sujets, c'est encore un peu flou. Je pense que faut que ça se précise et puis que ça mûrisse un petit peu. Mais il y a vraiment de l'intérêt, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu tôt pour les questions de mon côté. Et sinon, du côté de ton intérêt ou ta motivation, ta grille d'analyse pour voir si tu te lances dans un défi ou pas, c'est qu'est-ce que tu cherches ou moi, je travaille déjà dans le milieu de l'eau. J'ai repris mes études. Là, je suis à l'ETS actuellement. Et donc c'est pour ça que je suis ici. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à aller dans naturellement vers la qualité des ruisseaux urbains. Ça, c'est quelque chose qui me parle un petit peu plus. Les analyses physico-chimiques et puis les potentielles solutions. Mais ça pourrait être intéressant de sortir de ma zone de confort et aller vers un autre sujet. Donc, c'est pour ça. Je n'ai pas encore de préférence pour l'instant. Désolé, ça donne pas beaucoup d'informations. Non, en fait, tu réponds premièrement aux critères. On a présenté, Juliette a pris la peine de le dire tantôt. Moi, je dirais votre chatouillement est plus important que la précision des questions et des idées que vous avez. Pour faire le défi, vous n'êtes pas obligé d'avoir une problématique précise. Si vous avez le goût, c'est déjà une première prémisse pour vous lancer. Moi, comme j'ai dit, j'analysais un peu le non-verbal, je vois que ton intérêt est là. Fait qu'éventuellement, après ça, pour aller travailler, tout l'espace et la démarche du défi va vous permettre justement d'aller jouer. Est-ce que je sors de ma zone de confort? Est-ce que je développe un peu plus dans mon champ d'expertise, etc. En tout cas, Jean-Christophe et les autres, vous aurez la chance là, de pouvoir faire ça. Là, je vois qu'il y a des mains levées. Je vais aller avec Shaima qui a levé la main, puis ensuite Oriane.
va essayer de voir s'il y a quelqu'un qui n'est pas de l'ETS entre deux intervenants. Shaima, si tu veux. Salut, Même ouvrir sa bonjour. caméra aussi. Pardon, parce que je trouve que j'ai quelques problèmes avec mon caméra. Je suis désolée. Pas de problème, pas de problème. Vas-y avec ta question. Ok, donc je suis Shaima Chabani de l'INRS et j'aimerais avoir quelques informations supplémentaires concernant l'enjeu de l'amélioration de la qualité de l'eau. Et parce que vous avez dit qu'il y a des solutions qui existent déjà. Est-ce qu'on aura accès à ces solutions-là? Est-ce qu'on peut avoir quelques détails à propos des solutions qui existent? Oui, ben, Margot, Carla, si vous voulez vous lancer. J'ai l'impression que c'était les ruisseaux urbains, j'imagine. Oui, c'est ça. Et du côté de Margot, puis si je peux même cibler un peu, comme on parle de développer un projet puis d'être innovant, vous allez présenter un peu les outils avec lesquels vous travaillez, puis vous pourriez peut-être même nous dire, y a-t-il des choses déjà, vous, que vous trouvez qui pourraient être améliorées là, dans vos outils, là, ou des outils que vous n'avez pas? En fait, quand on dit qu'il y a déjà des projets qui existent, c'est qu'il y a même déjà eu un projet à Quacking il y a quelques années. C'est juste ils ont développé un kit qui est super, mais pour les ruisseaux en milieu naturel et qui n'a pas toutes les données qui nous intéressent pour les ruisseaux urbains. Puis nous, on est en contact, moi, mon organisme et l'organisme de Carla, avec le service de l'eau de la ville de Montréal. On les a rencontrés plusieurs fois pour connaître c'était quoi qu'ils avaient besoin parce qu'eux font des campagnes à chaque année. Puis c'est vraiment ce que j'ai dit, ils ont besoin d'outils qui mesurent par exemple, le cyanure, parce que les outils actuellement sur le marché, ils sont bloqués par un pH minimum. Sauf que dans les ruisseaux urbains, le pH, il n'est pas à 0, ça n'existe pas. Fait qu'il faudrait comme un outil qui n'empêche pas de prendre cette mesure. Une autre affaire aussi, qui nous disait, c'est que pour les métaux, c'est très long parce qu'il y a beaucoup de matière en suspension. Fait que pareil, comme qu'est-ce qu'on peut faire pour un outil qui ne bloque pas la mesure avec les matières en suspension. Je pense que c'est ça, là, comme on est très ouvert aux idées, à l'innovation. Nous, effectivement, on n'a pas ces outils-là, ils sont sur le marché, il y en a quand même plusieurs, il y a plein de gens qui ont essayé de développer leur kit, mais on a des bases de données sur des ruisseaux à Montréal qui nous intéressent particulièrement dans nos organismes. C'est le ruisseau Bertrand. Attendez une minute, je ne vais pas dire n'importe quoi. On a le ruisseau Bouchard et la rivière à l'Orme qui sont à chaque année suivis par le service de l'eau et qui ont ils ont une qualité de l'eau qui est considérée comme très mauvaise. Donc, nos organismes, on veut améliorer leur qualité de l'eau. C'est ça. D'accord. Merci. Pour faire un parallèle, parce que là, on parle de métaux, mais je sais que on fait des tests d'ADN dans l'eau maintenant, puis la qualité de l'analyse qu'on peut faire va assez loin. Mais c'est sûr qu'il y a de la place, là. On parle d'intelligence artificielle pour accélérer les vaccins. J'imagine qu'on peut le faire quand on traite des données de métaux. Oui, Carla? Et je souhaite ajouter une petite chose, c'est que les outils qu'on a au moment les résultats sont pas aussi rapides qu'on a besoin. Comme Margot avait dit au début, parfois on a un déversement et ça prend du temps jusqu'à avoir les résultats. Donc, notre enjeu, c'est vraiment lié comme aux outils qui existent au moment, sont pas faits pour les caractéristiques spécifiques des ruisseaux urbains, surtout à Montréal et surtout pollués. OK, parfait. Fait qu'il n'y a pas juste le fait de traiter ou pas les données, il y a la vitesse à laquelle on peut les traiter puis les utiliser. Fait que ça, c'est un gain qui pourrait être intéressant. Il y aurait de l'innovation à faire. Ben, merci, Shaima. Je vais aller vers Oriane. Merci beaucoup. Bonjour. Du coup, vous avez bien vu, je suis à l'ETS. On est avec Adèle et Adam, on est ensemble à l'ETS. Et on s'est mis ensemble en équipe pour éventuellement traiter du sujet des espèces sensibles à des habitats sensibles, sachant qu'on n'a pas forcément de connaissances là-dedans, donc on découvre vraiment tout. On avait une question concernant les outils que vous utilisez déjà. Est-ce que vous utilisez des outils géomatiques? Vous parlez de GPS, par exemple, de coordonnées GPS. Qu'est-ce que vous employez déjà? Qu'est-ce qui a déjà été essayé ces dernières années? Oui, en fait, on essaie de se mettre à jour sur les technologies. Il y a beaucoup de démarches actuellement sur la télédétection. Donc, de prendre des images satellites et via des programmations, développer des logiciels, développer une façon de pouvoir télédétecter la densité, la hauteur, la longueur, la largeur. Donc oui, les données sont existantes. On utilise beaucoup les données LIDAR, donc les données topographiques par laser. Là. Ça, c'est très précis.
pour la topographie du fleuve, entre autres. C'est hyper important pour comprendre les processus d'érosion, la bathymétrie, okay? Donc l'effet de sapement de certaines vagues de navires, entre autres. On utilise on a énormément de données. Elles ne sont pas centralisées et elles ne sont pas bien diffusées aux preneurs de décision. Ça nous prend une plateforme. Moi, si je peux voir en nuage de points le front salin bouger dans le temps, puis il y a tellement d'études sur des modélisations de changement climatique. Donc, il dit exactement, les milieux naturels vont évoluer ainsi dans le temps. Et nos données actuelles ne prennent pas compte de ça. C'est comme si on a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas on n'est pas capable de marier les deux, marier la science, les projections, les modélisations, les technologies qui nous permettent d'avoir des données de qualité, puis toutes les ONG, ceux qui réalisent des actions, les gouvernements, etc., les municipalités, n'ont pas accès à ça. Il faut trouver l'espèce de maillon. Moi, je vous mettrai en contact là, les gens des universités avec il y a des gens du port de Montréal. L'Association portuaire de Montréal essaie présentement d'obtenir des données de la NASA, donc en images satellites de qualité. Donc, il y aurait vraiment des données de qualité sur lesquelles travailler. Moi, je parle un petit peu à travers mon chapeau en géomatique. Je suis biologiste de formation, mais rapidement, là, les gens peuvent mettre des mots précis là, sur ce qui existe comme données, puis sur où on s'en va, le monde de la conservation aussi là-dedans. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci beaucoup. Merci, Julien. Puis pour le reste des participants, souvent, ça peut être impressionnant, la matière première avec laquelle on peut travailler, surtout les données, comme Julien l'expliquait. Il y a beaucoup, beaucoup de données, mais à un moment donné, c'est les intermédiaires pour le traitement, c'est l'accessibilité à ces données-là, souvent, qui peut être complexe. Puis je dirais, ça devient, à un moment donné, il faut savoir tout faire en environnement. Fait qu'il y a de la place là, pour de l'innovation à peu près à toutes les étapes là, du processus de suivi des problématiques. Est-ce que j'ai d'autres questionnements? Oui, Rida. Bonjour tout le monde. Ma question, c'est par rapport à ce programme-là. Quel est le niveau de proposition de solutions sur ce programme? Parce qu'une période de 6 mois, ça ne pourrait pas… à quel niveau devrait être la présentation de la solution ou on est censé donner quelque chose de concrétisé ou juste un schéma global, conceptuel de la solution, s'il vous plaît? Juliette va sûrement compléter après moi, mais l'idée du défi Aquaking, d'abord, c'est de trouver l'idée que vous voulez travailler. Puis le processus du défi lui-même, c'est de vous aider à partir d'un besoin ou d'un manque ou d'aller chercher un gain à l'aide de l'innovation, de créer cette mécanique-là. L'idée, c'est éventuellement d'arriver à un stade de start-up. Fait que c'est plus la qualité de l'idée puis la façon que vous allez le travailler qui va permettre de bien développer, mais c'est pas nécessairement d'arriver au concours pour dire voici, nous avons la solution qui fonctionne déjà. L'idée, c'est de travailler dessus. Puis en entreprise ou en entrepreneuriat, je dirais, c'est pas tant. Les besoins sont souvent là, mais le premier ou le point de départ, c'est de savoir se poser ou de se poser la bonne question, puis d'avoir les bonnes premières étapes pour y répondre. C'est surtout ça que le défi veut faire, de vous rendre accro à l'entrepreneuriat, mais avec les outils de base. Fait que ça va être surtout sur la qualité de l'approche, puis comment vous allez traiter la problématique que vous allez être jugé. Après, la vitesse à laquelle vous allez arriver, c'est hyper relatif. Par exemple, faire du deep learning parce qu'il y a des grosses bases de données, c'est un cheminement qui peut prendre un certain temps, mais le fait de mettre en place la problématique avant, les gens vont dire, ben allez-y, on vous attend. Parce que l'étape éventuellement, ça serait d'avoir ou d'atteindre la possibilité d'un pitch pour aller chercher de l'investissement. L'idée, il faut qu'elle soit assez consistante pour qu'elle puisse entrer dans un pitch et que vous pourriez aller chercher de l'investissement avec ça. Fait que tu vois que c'est pas nécessairement quelque chose qui est avéré, mais la base d'un plan d'affaires ou la base d'une idée d'affaires doit être assez construite pour convaincre des gens extérieurs
même au domaine, là, tu sais, pour investir, par exemple. Juliette, Si je te je laisse. peux, oui, si je peux revenir là-dessus, donc en effet, la phase 1 va vraiment vous permettre de... donc, nous, on s'engage de vous mettre en lien ou en contact avec le porteur d'enjeu qui vous intéresse et donc de vous attarder à une solution selon l'enjeu que vous avez sélectionné. Donc là, en effet, l'idée, vraiment, ça va être de travailler avec le porteur d'enjeu pour s'assurer que votre solution que vous allez créer, elle n'est pas nécessairement existante, mais que vous allez créer, va pouvoir être viable dans une finalité future. Elle n'est pas obligée d'être dans l'année qui s'en vient, mais il faut que la solution elle soit technologique, innovante et il faut qu'elle soit viable. Donc, en effet, c'est comme Sébastien disait. Et par la suite, à la phase 2, quand vous êtes sélectionné pour être des finalistes, là, on va encore plus focuser, par contre, sur le côté entrepreneurial de votre solution. Mais la première phase, c'est vraiment de trouver la solution, de s'assurer que cette solution répond aux besoins, répond à la demande et l'enjeu. Et donc, vraiment, là, c'est plus le côté plus, c'est ça, création, développement et le côté plus entrepreneurial, le pitch, l'investissement va venir avec la phase 2. Donc, si je peux revenir aussi à la question de Jean-Christophe qui avait l'air intéressé, mais ne sait pas quelle personne l'intéresse nécessairement, nous, on est là également pour vous mettre en lien avec la personne qui vous intéresse, répondre aux questions et puis nous assurer que vous êtes vraiment avec le porteur d'enjeu ou l'enjeu qui vous intéresse. Je ne sais pas si ça répond et ça complète la question, la réponse de Sébastien pour votre question. Oui, franchement, c'est un peu plus clair, mais pas tout à fait par rapport aux besoins. Donc, peut-être ça pourrait être, si j'ai bien compris, c'est la phase avant l'étude et la préparation du plan d'affaires ou du modèle d'affaires de votre startup. Donc, ça, en quelque sorte, c'est la préparation des visions sur le marché, sur les solutions existantes et tout ça. Exact. Donc, je comprends mieux au moins le timeline ou oui. le niveau D'accord, c'est bien clair. C'est ça. La phase 1, c'est ça. En phase 1, les gens n'ont pas nécessairement besoin d'avoir start-up en tête, plus l'idée qu'ils doivent amener une solution. L'idée de start-up, construire sa start-up vient par la suite. Donc, on parle de l'idéation, autrement. Exact. Mais ce n'est pas limitatif à ça, ça peut aller plus vite, dépendamment du type de solution que vous visez. Puis là, par rapport à l'étude de marché, c'est un bon exemple, puis je vais clore peut-être cette partie-là là-dessus, c'est que vous avez accès directement au marché. Les gens qui énoncent des besoins, on a pris des gens qui sont des têtes de réseau dans leur domaine, puis quand ils nomment la problématique, c'est pas juste parce que c'est chez eux précisément, même si moi je travaille au niveau des organismes de bassin versant du Québec, qu'on couvre très large, mais si on a des outils qui se développent à Montréal sur un ruisseau urbain, puis qui est très précis, ben c'est transférable ailleurs. Fait que tout le monde peut vous amener dans un truc très précis, puis ça accélère, disons, la phase d'étude de marché. On vous garoche dedans directement avec des clients potentiels, pour dire ça comme ça. Moi, là, il reste 5 minutes. Je ferais peut-être un exercice. Ah bon, ben Mathias, priorité aux questions. Peut-être, Mathias, si tu veux y aller avec ta question. Oui, j'avais une dernière question. Ça peut être vite. C'est pour l'impact de la navigation de plaisance. Donc, pour M. Piché. C'était de savoir s'il y a eu des réglementations en vigueur pour la navigation ou bien s'il y a des possibilités de réglementation pour contrôler la navigation des personnes dans certaines zones. Par exemple, une possibilité pour l'application que vous avez apportée. Est-ce que c'est possible de la réglementer pour corriger son utilisation, par exemple? Ben, l'application n'existe pas encore. Maintenant, pourquoi on la propose ou enfin quelque chose qui s'en va dans cette direction? C'est parce que la loi actuelle ne permet pas à qui que ce soit de faire quoi que ce soit. C'est le free-for-all sur tous les lacs, avec n'importe quelle sorte de bateau. On fait ce qu'on veut, comme on veut, malgré certains règlements, par exemple, 100 pieds de la rive, tu n'as pas le droit de naviguer à plus que tant, tu n'as pas le droit d'y aller. C'est ingérable. Il faudrait qu'il y ait de la police partout, tout le temps. Alors, la loi, elle est fédérale et le fédéral n'ouvre pas la porte à des changements qui pourraient aider une municipalité. On a même, nous, proposé des trucs au gouvernement. Aussi simplement que dire, comme on sait que les wakeboats détruisent le lac jusqu'à 7 mètres,
Bien, un lac qui n'aurait pas 7 mètres ne pourrait pas accueillir un wakeboard. Quand tu veux jouer au hockey, tu vas à la patinoire, tu ne joues pas dans la rue. Des fois, oui, mais quand tu veux faire du ski, tu ne skis pas dans la rue, tu vas sur une pente de ski. Alors, c'est pareil, c'est que le bateau n'est pas au bon endroit. Donc, notre leitmotiv, c'est le bon bateau au bon endroit. Et le gouvernement ne nous aide pas là-dedans. Ils disent que oui, mais c'est faux. Ils proposent des solutions qui prennent des années, jusqu'à 6 ans. Et donc, comme on ne peut pas se battre contre ça, il est plus approprié, enfin nous croyons qu'il est plus approprié d'avoir des outils qui nous aident à ne pas dégrader les lacs. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'est parfait, merci. Je vais même étirer ça à toutes les problématiques. En fait, ce que M. Piché amène, c'est que même s'il y avait un règlement, de toute façon, il y en a beaucoup de lacs au Québec, là, on a un demi-million de lacs. Comment on fait pour couvrir ça? Fait que l'appel à la participation citoyenne, c'est un gros plus. Puis souvent, la technologie permet ça. Tout le monde a son cellulaire à gauche, à droite, on peut utiliser. Fait que pour toutes les problématiques qui sont nommées aujourd'hui, moindrement qu'il y a de la réglementation, il n'y a pas assez souvent de gens pour l'appliquer. C'est pas si évident que ça, puis on couvre un gros territoire. Fait que élargir la sensibilisation à toutes les problématiques que vous avez aujourd'hui, la présentation peut être aussi une voie intéressante pour innover. Moi, on va peut-être déborder de 2-3 minutes, mais j'aimerais ça, parce que quand on fait de l'innovation, il faut souvent sortir de la boîte. Fait que je vais lancer une question, puis ça sera peut-être la petite étincelle qui vous donnera envie de vous lancer. Moi, disons que j'ai une baguette magique que je peux prêter à chacun des intervenants qui a parlé, puis je vais leur prêter pendant une trentaine de secondes. Vous allez pouvoir nous dire, si vous aviez une baguette magique, vous pourriez agir sur un des aspects de votre problématique pour régler le problème complètement. Qu'est-ce que vous feriez? Comment vous l'utiliseriez? Indépendamment, donc, sans penser à du financement, des coûts, même les possibilités techniques, c'est pas grave. Là, on y va dans l'innovation. Fait que, comment vous pourriez ou qu'est-ce que vous auriez d'idéal pour régler votre problématique? Je vais relancer M. Piché. On va aller dans le même sens que tantôt. M. Piché, Mme Cloutier, si vous aviez un coup de baguette magique, paf, puis on règle votre problématique. Là. Je ne veux pas enlever la parole à Denise, mais rapidement, comme le gouvernement ne veut pas nous aider, il me semble que, et je vais dire avant ça, que changer une loi, c'est excessivement compliqué. Ça implique plusieurs ministères, ça prend des années. Alors que toutes les cartes bathymétriques des lacs du Canada existent, nous avons déjà cette solution. Donc, si le gouvernement faisait qu'une simple annexe à sa loi pour dire un lac qui n'a pas 21 pieds de profond ne peut pas accueillir un wakeboard, et c'est tout. Alors, ça réglerait déjà quelque chose. Maintenant, il faudrait que les municipalités embarquent là-dedans. La baguette magique fait que tout le monde sait, connaît la bathymétrie ou est capable d'y accéder comme ça en claquant des doigts. Puis donc, c'est où aller. Ça existe déjà, Sébastien. En plus. Oui. Est-ce que Denise veut ajouter quelque chose? Un coup de baguette magique, Denise. Un coup de baguette magique, ben, sur mon cellulaire, j'embarque sur mon lac et puis ça me dit exactement la bathymétrie du lac et ça me dit les endroits où je peux naviguer avec le type de bateau que j'ai. Oui, puis en augmentation, en réalité augmentée, tu regardes dans l'image, puis ça te met des zones rouges, là, tu le vois visuellement. Super. Exact. Mais ça peut être aussi sur une rivière, hein, les rivières. Oui, sur l'eau, sur les plans d'eau en général. Les plans d'eau. Je vais vers l'érosion. Marjorie, coup de baguette magique pour l'érosion, qu'est-ce qui se passe chez vous? Et c'est une bonne question. Je pense que j'achète tous les terrains qui sont sur le bord des cours d'eau. Je leur laisse un espace de liberté, puis les arbres sont déjà matures. Et donc l'aspect naturel, relaisser de la place au naturel. Exactement, parce que comme, je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais étant donné que l'érosion, c'est un phénomène naturel, c'est d'y redonner sa place dans notre mode de vie. Mais ça va être une baguette magique. C'est bon. Puis Rémi, coup de baguette magique. Oui, donc sur tout mon territoire de 3500 km², je localise les endroits où est-ce qu'il y a de l'érosion. On calcule les pertes, puis on détermine la solution écologique pour essayer de freiner ou naturaliser le processus d'érosion puis de sédimentation. Puis en même temps, si on peut
calculer où est-ce que ces sédiments-là, où est-ce que cette terre-là s'en va, où est-ce qu'elle se le dépose, puis ensuite faire une gestion écologique de ce sédiment-là, si ça se dépose dans un réservoir artificiel ou naturel. Super. Donc, un outil de diagnostic efficace à l'échelle du territoire qui fonctionne là, super rapidement. Bravo, bon coup de baguette magique. Je vais continuer du côté des ruisseaux urbains. Je vais aller voir Margot, puis Clara. Oui, ben nous, ça Carla, serait... excuse-moi. Pardon. Nous, ça serait un outil qui permet d'identifier la source de contamination très précisément et rapidement afin de mettre une solution adaptée en place et que ça ne se reproduise plus. Voilà. Envoie un guide de bonne pratique directement au propriétaire du terrain, c'est ça? Potentiellement aussi, mais ça, on connaît déjà dans nos organismes. Mais bon. Plutôt comme aller vite, OK, c'est là le problème, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Identifier la source sans doute possible. Super. Oui. Carla, tu veux donner un coup de baguette magique aussi? Moi, j'ajouterai à ça que Margot a dit aussi l'information être disponible au même moment dans un nuage pour que tout le monde puisse être accéder et continuer les mesures. Accès au savoir de façon fluide et efficace. Super. Je m'en vais du côté du ministère. Et je suis sûr que dans les ministères, ils aimeraient ça avoir aussi une baguette magique. La première serait pour avoir plus de fonds dédiés à la caractérisation des ressources, mais ça s'en vient quand même bien. Là, mais par contre, ce que j'aimerais vraiment, ça serait un outil pour savoir exactement qui prélève de l'eau, les quantités, quand. Pas en termes policiers, mais pour pouvoir gérer les ressources, ça prend au moins une très bonne idée de la quantité les besoins puis les quantités qui sont utilisées. Suivre les aquifères là, de façon très précise. Oui. Les autres surfaces aussi. Les autres surfaces aussi. Ouais. Je continue ma tournée. Il me reste en fait Julien. Tu vas être le dernier à donner un coup de baguette magique, après on va conclure. Oui, mais je mettrais une carte interactive, indice de sensibilité, des teintes de couleurs. Je verrais toutes du même coup d'œil. Donc, toutes les tales d'espèces exotiques envahissantes, je les vois d'un seul coup d'œil. Je les vois évoluer dans le temps. Je peux déplacer mon curseur, me projeter en 2050 en fonction des modélisations. Identifier tout le 0,2 ans partout le long du Saint-Laurent. Puis mettre celui des 0,2 ans, c'est la ligne d'inondation. Tout le sol qui n'est pas végétalisé là-dedans, ben, ça me sort en rouge, puis il faut restaurer ça. Donc, d'avoir un indice là, qui va te donner d'un seul coup d'œil de l'aide à la prise de décision, parce que là, on se pitche à gauche et à droite, puis on perd de l'argent beaucoup en conservation. Voilà. Fait que, merci beaucoup à tout le monde. On vient de dépasser l'heure un peu, mais je pense que les coups de baguette magique, c'était pour voir, en fait, où est-ce qu'il y a le besoin, puis qu'on pourrait innover. Puis, dans l'ensemble, là, je ne me trompe pas trop en parlant de traitement de données, d'accessibilité, d'aider, parce que des décisions, c'est pas les experts qui les prennent souvent les décisions, c'est des gens qui sont pas experts. Fait que c'est intéressant de feeder, de nourrir tous ces gens-là avec le maximum d'informations précises possibles. Je l'ai entendu dans à peu près toutes. Mais donc, l'instrumentation, l'analyse, il y a plein de choses intéressantes. Peut-être, Adam, si tu veux nous aider à conclure, après, on va fermer l'heure. En ouvrant ton micro, s'il te plaît. Oui, bonjour. Dans le fond, j'avais surtout une question. J'avais entendu pour les cartes interactives. Dans le fond, ça m'a vraiment interpellé, là. Je me demandais si on veut faire ça pour construire avec les données. J'imagine qu'on aurait des sources différentes, puis de différents formats, tout ça. Je me demandais peut-être une piste de recherche pour comment tout réunir ça, disons, ces données-là. Moi, je vais répondre un peu pour tout le monde, là. Il y a un espace qui s'appelle Données Québec. Tu vas là-dessus et il y a vraiment beaucoup de problématiques de toutes sortes. Déjà, apprendre à utiliser, là, il y a beaucoup les shapefiles qui sont utilisés là, dans la géomatique. Puis après, il y a différentes sources de données. Mais déjà, Données Québec, pour le Québec, c'est un bon point de départ. Après ça, il y aura des sources spécifiques. Tantôt, Julien parlait d'approche. Puis ça, c'est des affaires intéressantes là, pour des acteurs de l'eau ou des organismes qui ont des ententes possibles avec la NASA. Là, on parle d'un degré de précision incroyable. Mais ça, c'est pas des choses qui sont ouvertes ou qui sont accessibles facilement. Le fait de se lancer dans le défi peut peut-être donner accès à des bases de données plus intéressantes pour se faire la main. Mais déjà, Données Québec, ici, là, c'est quelque chose d'intéressant. Il existe des bases de données aussi à l'échelle mondiale dans lesquelles on peut aller se tester. Mais ça, c'est le genre de truc qu'on va aborder de toute façon dans le défi.
Mais de la donnée, vous allez en avoir, on peut vous enterrer, on peut vous inonder, pour prendre un terme de l'eau, on peut vous inonder avec des données. Après, comme vous avez entendu, c'est comment le traiter, puis faire en sorte que ça soit digéré puis transmis à des gens qui ont à prendre des décisions ou à intervenir par la suite. J'espère que ça répond à ta question, Adam. Juliette s'est lancée pour la slide finale, la diapo pour conclure. Je vais y aller. Oui. Ben, je vais te laisser conclure, Juliette. Puis après ça, Oui, rester, juste comme ça, on va arrêter l'enregistrement. Moi, je peux donner encore un 15-20 minutes à ceux qui veulent rester, puis les intervenants qui veulent rester, mais vous pourrez vous libérer. Là, on avait dit 1 heure, on est en train de déborder. Fait que vas-y, Juliette, pour la conclusion. Parfait. Donc, je vais juste arrêter